Bienvenue à tous pour ce webinaire donc sur le thème des centres de contact entre productivité et satisfaction. Faut-il choisir? Et on va démarrer tout de suite parce que, comme je le disais, c'est un sujet qui est assez profond, assez complexe et donc on a relativement peu de temps pour le traiter. Donc c'est parti et c'est parti en musique parce que je vais vous faire si ça veut bien défiler, voilà, on va commencer par une petite chanson. On va commencer par une petite chanson. Alors peut-être que vous connaissez déjà ce qui s'est passé, ce à quoi ça correspond. Je vais vous chanter un petit air et vous allez me dire si vous voyez de quoi il s'agit. Évidemment, c'est lié au webinaire. Hein. C'est pas juste une chanson pour vous réveiller ou pour lancer le sujet. Est-ce que cet air, United, you broke my tailor guitar, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez répondre dans le chat. Il s'agit de l'histoire de Dave Carroll, qui est un chanteur américain qui, en 2008, doit faire un concert à l'autre bout des États-Unis et qui, du coup, prend l'avion. En l'occurrence, prend l'avion avec la compagnie United Airlines. Et quand il est sur le tarmac, l'avion est en train d'attendre avant de décoller. Il observe par le hublot les manutentionnaires qui sont en train de manipuler les bagages pour les rentrer dans la soute. Et notamment, il voit son étui à guitare qui est manipulé n'importe comment par un bagagiste et qui tombe lourdement sur le sol. Il arrive à destination, il récupère son étui, il ouvre l'étui, la guitare est cassée. Il n'a pas le temps de réagir tout de suite parce qu'il y a le concert, donc il y va, il trouve une guitare en catastrophe. Déjà, c'est pas terrible. Et puis, il fait son concert et le lendemain, il appelle le service client de United Airlines en demandant comment est-ce qu'on va pouvoir régler le problème. Déjà, au moins d'avoir des excuses. Et les personnes en face de lui, non seulement ne lui témoignent aucune considération, mais en plus de ça, lui disent écoutez, désolé, mais vous avez mis plus de 24 heures avant de répondre, avant de signaler le problème, et donc dans notre règlement, il est indiqué qu'on ne peut rien faire pour vous. Il est furieux, évidemment, et du coup, il va faire c'est une petite vidéo avec une petite chanson qui s'appelle Protest Song, où il explique dans la chanson exactement ce qui s'est passé, et cette chanson a fait 10 millions de vues. Dans les jours qui ont suivi, le cours de l'action de United Airlines a chuté de 10%. Voilà, ça c'est pour introduire le sujet de la performance du centre de contact, de la performance du service client. Il y a cette question fondamentale qui est prégnante maintenant et que tous les acteurs, tous les participants à la relation, au monde de la relation client connaissent, c'est qu'il faut de plus en plus faire attention, soigner les clients, faire très attention à eux, ce qui implique de passer du temps, ce qui implique d'investir en formation, ce qui implique d'investir en outils, etc. Donc d'investir. Et c'est complètement opposé au modèle qu'on avait jusqu'à présent, jusqu'avant l'arrivée du web, et qui est un modèle beaucoup plus productiviste, où le but du jeu, c'était, le SAV, le centre d'appel, on doit juste répondre au plus vite à la demande des clients, il faut que ça coûte le moins cher possible. Et donc, il y a cette dichotomie profonde lorsqu'on est directeur relations clients. D'un côté, on a une vision forcément d'efficacité et d'optimisation financière, c'est normal, c'est la vie des entreprises. Et de l'autre, on a cet impératif de faire très attention aux clients. Et ça paraît être une dichotomie tellement... Elle est difficile et c'est difficile de trouver un juste équilibre entre les deux. Mais heureusement, Akio aujourd'hui, Akio qui ne ménage aucun moyen pour parvenir à trouver la solution à cet épineux problème, a invité deux des meilleurs spécialistes de la relation client, à savoir donc Marie-Louis Julien de la marque. Bonjour Marie-Louis. Et bonjour Marie-Louis. Et Antoine Coubret de Custop. Bonjour à vous tous. Bonjour Antoine. Alors, je dis, vous êtes d'éminents spécialistes de la relation client. Il est probable que dans le public, la plupart des gens vous connaissent, mais je vais quand même vous laisser vous présenter. Antoine, tu veux commencer? Oui, très rapidement. Custop est un cabinet de conseil opérationnel. Conseil opérationnel, ça veut dire concrètement que nous sommes des consultants qui mettent les mains dedans, s'assoient à côté des conseillers dans les centres de contact. Et notre métier, c'est de
structurer et optimiser la performance de la relation client via en particulier les outils de la grande famille, on va dire, du CRM. Tous les composants et toutes les interfaces qui permettent de mieux dialoguer avec les clients. Voilà, et pour ma part, Marie-Louise Julien, et donc j'anime une association d'entreprise qui s'appelle La Marque, l'association pour le management de la réclamation client. Et donc depuis maintenant bientôt 17 ans, nous labourons ce vaste sujet qui est finalement que faire des insatisfactions que nous remontent nos consommateurs, donc ces feedbacks négatifs qu'on peut également appeler réclamations clients. Donc en cela, la petite anecdote de Dave Carroll, narrée par Philippe, ne nous est pas étrangère par rapport à nos sujets, et qui est finalement de sensibiliser les entreprises sur d'essayer de transformer ce fameux pépin en pépite, en faisant en sorte qu'une réclamation, non seulement traitée mais exploitée, puisse devenir une opportunité d'amélioration au service de l'innovation, de la performance financière et de la transformation pour faire vite et bien. Voilà. Et on organise différentes activités pour le compte de nos membres pour aller dans ce chemin. Voilà. Alors, le chemin justement de ce webinaire, on ne va pas faire de sommaire parce que ça va être une ligne comme un récit et on commence comme dans tout bon récit par la problématique. Et avant même la problématique, on va évoquer l'enjeu. Et c'est quoi l'enjeu? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le service client, les centres d'ailleurs on parle aussi maintenant de plus en plus de centres de relations clients, on est passé de centre d'appel à centre de contact, puis centre de relations clients, voire centre d'expérience client, sont devenus une brique indispensable de l'entreprise. C'était toujours important, mais ça devient de plus en plus important du fait que les entreprises prennent conscience de l'importance de soigner les clients, que quand un client est mécontent, il manifeste ce mécontentement sur les réseaux sociaux et que par la force des choses, forcément l'entreprise voit son chiffre d'affaires, sa valeur, etc., baisser. Il y a un indice, par exemple, qui s'appelle l'ACSI, ACSI, aux États-Unis, qui mesure le taux de corrélation entre la satisfaction des clients des grandes entreprises et leur valeur boursière. Et cet indice est de plus en plus utilisé désormais par les analystes pour faire des recommandations d'achat. Et donc forcément, les directions générales sont un tout petit peu sensibles à ce sujet. D'autre part, quand on parle d'expérience et de satisfaction, on ne parle pas que du service client. Il y a d'autres sujets il faut que le produit soit bon pour que le client soit satisfait. Il faut que, par exemple, le parcours d'achat sur le site web, lorsqu'on est par exemple dans le e-commerce, et il faut qu'il soit bon également. Donc, ça ne concerne pas que le service client. Cependant, le service client est de toute évidence un point central, un point essentiel dans cette notion d'expérience qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui au sein des entreprises. Et donc, il faut le soigner particulièrement. C'est ce que nous dit notamment l'Observatoire des services clients qui, en 2020, a établi que la contribution du service client à la qualité de l'expérience client se monte à 52%. C'est le plus haut niveau et de loin devant le parcours d'achat, la puissance de la marque, la qualité du produit, etc. On a donc cet enjeu qui est de plus en plus important et en face, on a le fait que le centre de contact, le service client nécessite pour améliorer la qualité de la relation, nécessite d'investir du temps, de l'énergie. Et je crois qu'on revient au problème de la dichotomie dont je parlais tout à l'heure, à savoir que vous avez des indicateurs, des outils de mesure qui vont plutôt être axés, et donc des objectifs évidemment, qui vont être plutôt axés sur il faut que ça nous coûte le moins cher, et de l'autre, pour simplifier, et de l'autre, il faut que ça nous rapporte le plus en profit généré par des clients satisfaits, fidèles, qui recommandent. C'est particulièrement vrai, je pense, dans le monde de la réclamation client. Et Marie-Louise, est-ce que tu veux là-dessus intervenir et nous dire ce que tu en penses de cette dichotomie? Du coup, mon cher Philippe, je ne serai pas beaucoup plus long que ces deux illustrations. C'est-à-dire que là, sur le sujet effectivement de l'enjeu, de la problématique, et ce que ça peut induire dans le pilotage des services réclamation client, c'est que souvent c'est un peu le retour de la bataille d'Hernani, si j'ose dire, où c'est les classiques contre les anciens, les romantiques contre bref, c'est toute cette bataille littéraire dans laquelle a été Victor Hugo. Et donc, ce qui se passe, les classiques. Pour revenir effectivement au sujet, c'est que souvent on essaie de cornériser les uns et les autres en mettant d'un côté ceux qui seraient strictement productivistes
à savoir traiter rapidement, traiter à bas coût. Et dans ce cas-là, on va parler rapidement peut-être même d'organisation spécifique, on va délocaliser. Et puis d'un autre côté, on va parler aussi, pour ceux qui ne traitent que de la satisfaction ou qui viseraient la satisfaction, de les aborder peut-être comme de simples et pauvres bisounours, bref, des gens un petit peu rêveurs. Et évidemment, il n'y a pas à choisir, comme le dit la problématique de cette rencontre, à savoir s'il faudrait être plutôt sur la production ou sur la satisfaction. Il s'agit bel et bien de trouver un juste milieu. Et je crois que c'est au cours de cette rencontre qu'on essaiera d'identifier quelques pistes qu'on vous partagera dans les minutes à venir. Voilà ce que je peux dire à mon humble niveau. Alors, il est d'autant plus important de trouver des solutions que la problématique que j'ai évoquée, et même l'enjeu que j'ai évoqué, ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire que c'est un sujet de plus en plus sensible pour les directeurs de la relation client. Tout à l'heure, vous vous êtes présentés tous les deux. En ce qui me concerne, je suis directeur marketing chez Akio. Akio, c'est un éditeur de logiciels pour les services clients. Et depuis 20 ans, on observe auprès de nos clients cette évolution vers l'impératif de qualité, alors qu'en même temps, on a cet impératif de productivité. Et du coup, on voit bien qu'au fur et à mesure, les conditions, l'environnement général du monde du service client évolue de telle sorte que la situation devient de plus en plus complexe. Il y a comme dit Antoine, il y a des amplificateurs de cette complexité, Antoine. Oui, en fait, lorsqu'on observe ce qui se passe en matière de relations clients, nous, on est assez concerné par trois amplificateurs. Le premier, c'est l'exigence client. Et à l'écran figurent des logos d'entreprises qui se distinguent soit par la qualité de l'expérience client qu'elles proposent. Certaines d'entre elles sont tellement bonnes qu'elles n'ont presque pas besoin de service client. Et où la refonte des parcours clients qu'elles arrivent à mettre en œuvre. À droite, vous avez Léo Care, Néo Assurance, qui transforme complètement la façon dont on souscrit à une assurance. Donc l'exigence client, qu'elle qui est le résultat d'une amélioration des différentes expériences qu'ils peuvent vivre, aboutit à un premier amplificateur qui est l'exigence pure et dure. Deuxième amplificateur de la complexité, la multiplication des canaux. Il y a pas longtemps, allez, 6 ans, lorsque on a commencé à travailler sur la modélisation des parcours clients comme un moyen d'optimiser les traitements et les process au service client, lorsqu'on faisait des modélisations, on travaillait souvent sur 5 à 6 canaux d'interaction, canaux de dialogue avec le client. Nous venons de finir une mission en environnement B2B dans laquelle on a travaillé sur 15 canaux d'interaction. Donc la multiplication des canaux est un vrai sujet et un vrai amplificateur de la complexité. Et le troisième amplificateur de la complexité est lié à une complexification croissante des process, des traitements. Pensez à l'avant-mars 2020, dans beaucoup d'entreprises, le delivery, le click and collect, le call and collect, la prise de rendez-vous n'existaient pas. Aujourd'hui, elle existe. Et c'est toujours pareil lorsque l'on mappe des parcours clients. Vous avez à l'écran un exemple réalisé pour un de nos clients. Lorsqu'on cherche les différents points de contact et donc potentiellement les déclencheurs d'un besoin de relation, d'un questionnement client, d'un besoin d'accompagnement, eh bien on assiste à une multiplication des points de contact. J'avais moins de canaux hier, j'en ai plus aujourd'hui. J'avais moins de phases de vie, j'en ai plus aujourd'hui parce que je multiplie les schémas d'interaction, les offres vis-à-vis de mes clients. À la fin de l'histoire, j'ai beaucoup plus de points de contact. C'est le résultat d'une multiplication de simplement 2 à 3 critères, mais ça donne lieu à des explosions du nombre de points de contact. Donc j'ai beaucoup plus de points de contact et potentiellement beaucoup plus de motifs possibles pour
aller vers mon centre de la relation client. Donc, j'ai 3 amplificateurs de la complexité. L'exigence, parce qu'il y a sur la place des acteurs qui font un boulot remarquable, la multiplication des canaux, si vous pensez à chez vous, dans tous les cas, vous aboutissez à une multiplication des canaux. Et le troisième, c'est la complexité des process et des traitements induits par la diversité des offres et des schémas d'interaction avec le client. Donc tout cela va nécessiter une évolution dans la façon de traiter et gérer la relation client. Alors, j'imagine que typiquement en matière de complexité de process, si on reprend le contexte évoqué par Romain Canonero de Reparstore, dans la mesure où on parle ici de planifier des rendez-vous, au-delà de gérer toutes les demandes, on va dire les demandes de tout venant des franchisés, il faut en plus planifier des rendez-vous. Ça fait partie de ce type de process qui est forcément est un petit peu plus complexe entre les annulations de rendez-vous, les changements de date, etc. Oui, tout à fait. Le Et donc, ça la multiplie le problématique est nombre posée. d'indicateurs à suivre. Et oui, absolument. On continue. Donc, je disais que le sujet est posé, le sujet, la problématique est posée. Et donc, se pose derrière la question de la performance. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de demander ce que font les directeurs de la relation client aujourd'hui. Donc, d'observer la pratique usuelle. Et on peut dire que, alors, on a chez Akio l'avantage d'avoir un peu un regard extérieur quelque part par rapport à ça, puisqu'on n'est pas à l'intérieur du centre de la relation client directement, on l'est via les outils, les logiciels qu'on met en place, mais on n'est pas dans le métier en tant que tel. Donc on observe. Et en tant qu'observateur extérieur, on voit apparaître 4 grands profils essentiellement. Alors c'est un découpage comme un autre, hein. Mais on pourrait dire qu'il y a, d'une part, c'est sur 2 axes. Il y a un premier axe qui est très clairement ce qu'on indiquait depuis le début de cette session, c'est un axe fidélité, satisfaction maximum face à un axe productivité, j'optimise. Et puis un autre axe qui est plutôt, je vais gérer le plus vite possible les demandes parce que je suis face à un public qui a besoin d'avoir des réponses immédiatement. Et puis un autre axe qui est plutôt l'exhaustivité, je prends le temps de répondre complètement à la demande. Et à partir de là, on a donc 4 types de profils. Sachant que, évidemment, c'est ce que disait tout à l'heure Marie-Louise, ce qu'on va chercher, c'est un juste équilibre entre tout ça, trouver l'efficacité qui permet de répondre à tous les types de demandes et tous les types de situations. En l'occurrence, le premier type de profil, c'est le cost killer. Alors, le cost killer, c'est quoi? C'est des gens qui, leur nom l'indique bien, d'abord et avant tout, ils sont là pour optimiser les coûts et ils vont plutôt s'appuyer a priori sur des médias chauds, en l'occurrence même tellement chauds qu'il n'y a même plus de médias, c'est typiquement du chatbot, ou de l'automatisation, du self-care sur le site web. On va essayer de ne plus avoir de service client. Ou en tout cas, un service client qui sera intégralement automatisé pour éviter les coûts humains associés au plateau avec l'ensemble des personnes. Un deuxième type de profil, c'est totalement l'opposé, les carekeepers. Eux, leur objectif, c'est la fidélité. Alors aussi bien les cost killers, eux, ils vont regarder la durée moyenne de traitement en termes d'indicateurs, de KPIs, aussi bien les carekeepers, eux, ils vont plutôt être sur du NPS, sur de la SAT, du CSAT, etc. Ensuite, on a des profils, un persona, on va dire en marketing, qui à la fois est toujours sur la notion de satisfaction, mais qui a comme volonté de faire en sorte qu'on réponde vite aux demandes. C'est le cas par exemple de DHL. Alors DHL, ils ont un objectif de répondre à toutes les demandes en moins de 10 secondes. Quel que soit le média, quel que soit le canal utilisé, il faut répondre en moins de 10 secondes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps restreint, dans un temps très court. Il faut répondre tout de suite, on est sur de la livraison, il faut que ça aille vite. Et puis un dernier, qui est les contact players. Alors, eux, ils sont aussi sur, comme les carekeepers, ils sont sur la recherche de l'exhaustivité. Ils vont privilégier des médias froids que sont comme l'email, par exemple, ou les réseaux sociaux. Ils ont un peu plus de temps pour répondre. Ils veulent faire une réponse complète. Cependant, ils n'ont pas pour vocation de répondre forcément très vite. En fait, leur objectif à eux, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'ils ont répondu, l'intervenant, le client n'y revienne pas, en fait. Ce qui leur permet de minimiser, donc d'optimiser le nombre de contacts.
Et donc, on est bien sur, là encore, une optique de recherche de productivité. Alors, par rapport à ces 4 grands profils dans lesquels j'imagine un certain nombre d'entre vous se reconnaissent ou reconnaissent les gens avec qui ils travaillent, pour ce qui est des consultants et des partenaires et des intervenants comme les éditeurs de logiciels, eh bien, dans ces 4 profils, est-ce qu'il y en a un, là je m'adresse à Marie-Louis et à Antoine, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît d'une part être le plus fréquent et puis surtout être le plus pertinent? Alors moi, mes éléments de réponse porteront en partie, répondront en partie, je pense, à ta question. Et si on fait un tout petit saut en arrière sur tout à l'heure, ce qu'on évoquait, les productivistes d'un côté et les bisounours de l'autre, là j'ai repris, alors de manière toujours un peu décalée, notre cher Moïse. Alors pour ceux qui ont encore quelques souvenirs peut-être bibliques, c'est justement ce qu'on prête à Moïse d'avoir tranché quelque part la mer morte en deux pour pouvoir passer à pied cette dernière. Et en fait, l'idée est peut-être de se dire qu'on n'a pas forcément à choisir une approche qui serait productiviste ou une approche qui serait 100% satisfaction. Pourquoi? Puisque je pense que les deux, en fait, nous cornérisent. C'est-à-dire que si vous adoptez une démarche qui est très productiviste, vous allez avoir des KPI qui seront très tournés finalement sur ce qu'on va appeler la durée moyenne de traitement, sur le coût, et forcément vous allez renforcer, me semble-t-il, cette approche, ou du moins cette identité qu'on donne au service de client, au service contact, qui est finalement un centre de coût. Et donc, je pense que être sur une approche, ou en tout cas sur des KPI, du coup, de la manière dont on va communiquer dessus, très production, va vous cornériser dans un pur centre de coût. Et de l'autre côté, si vous êtes sur une approche qui serait purement très satisfaction client à 100%, vous allez aussi engendrer probablement des comportements indésirables. Je pense qu'on a tous en tête dans l'univers de la relation client, alors sans tomber dans du NPS bashing, mais c'est vrai que nous, ça fait maintenant quelques années qu'on essaie de sensibiliser nos membres sur l'effet de bord que peut avoir la mise en place d'un indicateur qui sera un petit peu l'alpha et l'oméga de la feuille de route du service client, puisque finalement, l'objectif, le KPI devient finalement un objectif en soi et non plus un moyen. Et du coup, sur la droite, ce que j'expliquais, effectivement, le côté, si on est très trop tourné peut-être sur la satisfaction comme une simple finalité, en perdant de vue que derrière, il y a une question de ROI, on peut arriver à des effets de bord assez désastreux, c'est-à-dire qu'on a, je pense tous, des entreprises en tête qui, à un moment ou un autre, ou de manière régulière malheureusement, vont accompagner leur enquête de satisfaction avec un espèce de syndrome de Stockholm qui consiste à dire mettez-nous 9 ou 10 puisque sinon en gros je ne toucherai pas ma prime, je ne passerai pas Noël, je ne pourrai pas payer mes factures de téléphone. Vous voyez un petit peu l'univers Zola. Et donc être très tourné NPS peut avoir un risque qui est de s'arranger avec les chiffres, cette fameuse phrase de Churchill qui est le « je ne crois que dans les chiffres que j'ai falsifié moi-même » peut, à mon avis, en dire long sur cette approche. Et donc, l'idée est de dire il ne faut pas probablement avoir à choisir un camp ou un autre. Alors, je ne vais pas reprendre le « en même temps » d'un certain Emmanuel M., mais qui est peut-être d'essayer d'imaginer une ligne de crête qui est effectivement exigeante, qui demande du courage, et qui est peut-être d'essayer d'être sur une approche ou sur un mode de management, sur un mode de pilotage qui va être plutôt sur une espèce d'héroïsation, si vous m'en passez cette expression, ce mauvais barbarisme, sur comment évaluer finalement la rentabilité de mon service client et donc de mes actions, et donc peut-être par rapport à ça d'identifier les actions sur lesquelles il faut mettre peut-être le poids du mort, et on se rendra compte que certaines fois il s'agit simplement peut-être d'ajustements au cas par cas, d'être certaines fois peut-être plus dans une approche qui serait identifiée comme productiviste et puis certaines fois plus quali. Et là, pour aller au-delà des grands mots, et ça, je pense que moi, je vous incite vraiment à travailler et à lire ou à relire notamment le bouquin Marketing relationnel de Daniel Ray, qui est un prof de marketing à Grenoble École de Management avec lequel on bosse beaucoup et qui tend à vulgariser ce qui est appelé aujourd'hui, depuis des années, la notion de complaint model, et qui est un moyen de pouvoir modéliser effectivement en quoi la satisfaction va avoir un impact sur le ROI de l'entreprise. Et derrière, là, vous avez effectivement sur le slide qui suit une copie d'écran d'une intervention qu'avait donnée Lars Meyer-Warden à l'occasion d'une de nos conventions. Lars étant également chercheur, professeur en université à Toulouse, et il accompagne régulièrement des entreprises, puisque comme Daniel, ils essaient de confronter la théorie à la pratique.
Et comme dit Daniel, il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille théorie qui marche. Et on se rend compte, en modélisant, en appliquant finalement à l'univers de l'entreprise, cette théorie, on peut avoir des choses assez intéressantes. Et là, je vous ai pris celui-là parce que c'est peut-être un des plus sobres et faciles à partager. C'est effectivement non pas un parcours client, mais la valeur d'un client après un bug, après une insatisfaction exprimée, donc ce qu'on va appeler une réclamation. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que quand un client effectivement est resatisfait après avoir une réclamation, on se rend compte que sa consommation, son panier moyen finalement, puisque là où il a su sujet sur le panier moyen, va être supérieur à un client ancien et fidèle qui n'a jamais eu de réclamation. Et donc, voilà, de pouvoir essayer de modéliser satisfaction, parcours client et valeur du client peut être un mode intéressant également pour rythmer, articuler finalement satisfaction et production. Est-ce que ça veut dire que, alors deux questions, est-ce que ça veut dire qu'il faut d'abord insatisfaire les clients, les frustrer ou leur fournir des produits de mauvaise qualité pour qu'ensuite, au niveau du service client, on en fasse des champions? Alors, la réponse sera aussi provocante que la question. Je connais une entreprise qui, il y a quelques années, a sérieusement étudié ce sujet pour, notamment, c'était dans le cadre de VPC, produire un incident mineur à l'occasion des premiers contacts pour pouvoir justement démontrer que la marque MARQE était bien présente quand le client se trouvait face à une situation inattendue, et ce qui était un moyen de dire, voilà, il y a notre promesse et puis il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on est au-delà de la promesse. Je ne dirais pas si ça a été réalisé. Voilà. Quand la relation client utilise les hooks. Très bien. Alors, j'ai une deuxième question du coup, c'est est-ce que ça signifie, selon toi, la solution serait de faire du test and learn quelque part, c'est-à-dire de mesurer tout finement en essayant plein de choses différentes et de mesurer au cas par cas jusqu'à trouver ce fameux juste équilibre qu'on cherche? Je ne sais pas si ma réponse permettra de répondre à ta question et à la question de ce webinaire, mais oui, c'est effectivement de se doter de KPI sensibles. C'est-à-dire, on ne peut piloter que ce qu'on mesure. Donc là, si le but est effectivement bel et bien de mesurer la satisfaction, c'est d'avoir des indicateurs qui soient effectivement sensibles et de voir en fonction des interactions qu'on va pouvoir proposer et avoir avec le client, qu'est-ce qui va avoir une incidence réelle sur sa satisfaction, sur sa reconsommation, sur sa fidélisation, voire sa recommandation. Et aujourd'hui, vous avez des choses qui peuvent fonctionner, ça c'en est effectivement une. Donc avoir des indicateurs sensibles, un indicateur, une piste à ta réponse. Ok. Alors, plus généralement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est donc il y a cette idée de faire du test and learn, d'avancer petit à petit avec différents types d'indicateurs, mais quelque part, c'est un peu une réponse au normand en même temps. Excuse-moi, Marie-Louis, mais c'est-à-dire qu'en gros, il s'agit d'avancer au fur et à mesure, de tester, de regarder. Il n'y aurait pas de réponse générique. Ce qu'on s'est demandé également, alors pourquoi pas? C'est une possibilité. Il y a une autre possibilité qui est déjà de demander aux clients qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc là, on a interrogé, on a fait une première étude qui était en gros de regarder comment les directeurs relations clients géraient sur le marché leurs indicateurs, et donc quels indicateurs ils privilégient. Il n'y en a pas vraiment. Hein. En revanche, les clients, eux, ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent, et cette idée, elle est dans aucun des 4 profils, quelque part, qu'on a décrits. Elle est d'ailleurs un peu au milieu, quelque part. C'est ce qui ressort de cette étude qu'on avait menée avec LSA en 2019, qui est que 70% des consommateurs sont prêts à changer de marque s'ils n'obtiennent pas une réponse satisfaisante dès la première interaction. C'est la notion du alors vite fait, bien fait. Est-ce que c'est ça la solution? Ce qu'on appelle aussi le First Contact Resolution, FCR, qui est un des indicateurs, mais un indicateur assez compliqué à mettre en place, ou encore qu'on appelle également le Once and Done. Et du coup, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que c'est la solution, ce Once and Done, puisque c'est ce qu'attendent les clients et qui se situe quelque part au milieu des différents paramètres qu'on a évoqués précédemment? Et si oui, qu'est-ce que c'est et comment on peut le mettre en place en termes méthodologiques? Déjà, en termes de définition, est-ce que tu peux, Antoine, nous en dire un petit peu plus sur ce fameux Once and Done? Ouais.
je te propose d'afficher la définition. Ça va éviter de l'énoncer, tout le monde sait lire. L'idée est super simple, c'est en un contact, via un canal, je réponds avec succès à une demande client. Alors c'est l'objectif et c'est la pratique cible à mettre en œuvre. Elle réduit au max la tension entre les objectifs de productivité et les objectifs de satisfaction. Productivité parce que je consacre un seul contact à résoudre. Satisfaction, on vient de le voir avant, parce que mon client repart heureux. Et donc je trouve que c'est un objectif managérial, un objectif d'organisation de la relation client qui est très fort et qui, à notre sens, à mon sens, euh, tente à résoudre la tension entre les deux extrêmes. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent regarder ça en se disant que c'est de la fumette, que c'est du rêve, que c'est de l'idéal. Je vous ai collé une petite citation que j'aime bien de Napoléon Hill. Alors, il y a Napoléon Hill, c'est sans accent, mais c'est un auteur américain spécialisé dans le développement personnel du début du XXe siècle. Voilà, tout est dit. Donc oui, c'est un doux rêve. Nous, on n'y arrive pas dans 100% des cas. Et je pense qu'il est super important d'avoir des objectifs à atteindre. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois, quand on travaille sur des projets avec des boîtes pour améliorer le taux de résolution au premier contact, on a du mal. On a identifié, nous, 4 limites. La première, c'est la défiance, pas à notre égard, vis-à-vis des équipes. Euh, pour que la relation marche, la relation client marche, il faut faire confiance à ses équipes et confiance à ceux qui interagissent avec les clients, confiance sur leur capacité à résoudre un problème. Il faut leur laisser les clés du camion. On était tout à l'heure dans les livres et les sources. Le modèle type Zappos, c'est un peu le Graal en termes de schéma de relation. Mais l'idée sous-jacente, c'est de dire faites confiance à vos conseillers, laissez-les résoudre dans l'instant les problèmes, et par contre, rétro-analysez ensuite les solutions qu'ils ont pu apporter, comment un problème a pu arriver. Ne les coincez pas dans des schémas d'interaction figés. La deuxième chose, c'est que pour arriver à mettre en place du once and done, parce que c'est un rêve, parce que c'est un objectif lointain, il faut accepter l'idée de mettre en place une gestion de projet qui soit pas traditionnelle. Il faut partir dans l'idée d'une gestion de projet qui soit itérative, dans laquelle on a un objectif à atteindre. On n'a pas d'échéance dessus. J'avais un client le jour qui me disait on en sera où à la fin du mois de juillet? Et la réponse c'est on en sera le plus loin possible en fonction de la capacité de l'organisation et de notre capacité à faire bouger les lignes. Donc pour arriver à mettre en place ce type de pratique, il faut être en gestion de projet itérative rapide. Troisième point, système d'infos cloisonné. Pour arriver à résoudre tout ça, on le verra après, il faut que les applis et les connaissances et les infos puissent circuler dans l'entreprise. Donc si on a un système d'infos cloisonné, c'est compliqué. On trouve toujours des contournements, mais il faut petit à petit le décloisonner. Et la dernière chose, c'est les parcours clients figés. À partir du moment où j'ai une multiplication des canaux, multiplication des phases de vie, des moments d'interaction, il faut qu'en permanence, je travaille mes parcours clients pour permettre des ruptures de canaux, pour permettre des résolutions dans un canal, pour fermer certains canaux. Bref, il faut qu'en permanence, je sois en contrôle sur la cartographie de mes parcours clients et surtout que je sois acteur et proactif sur mes parcours clients. Donc pour nous, il y a 4 limites, mais on va surtout les transformer en 4 opportunités pour arriver à mettre en œuvre. Je fais confiance, je gère en mode test and learn, mode rapide, mode itératif. Petit à petit, je décloisonne mon système d'infos, je laisse mes applis dialoguer. Si nécessaire, je mets en place des bases qui consolident l'info et la font circuler. Et troisième chose, je suis acteur et moteur sur mes parcours clients. Dans la salle, n'hésitez pas à intervenir via le chat en indiquant comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que ces limites, vous les vivez dans votre entreprise? Et si oui, quelles sont celles? Par exemple, voilà, ça pourrait être une question. Quelle est la principale limite à laquelle vous vous
confrontés, on en parlera à la fin. Et donc, tu avais quelques exemples, je crois, à donner, Marie-Louis. C'est les exemples alors, qui apporteront peut-être des éléments de réponse complémentaires à ta question de tout à l'heure, sur qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faciliter une satisfaction côté client. Je reprends d'ailleurs d'une certaine manière ce qu'évoquait Antoine à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le once and done, c'est effectivement un Graal. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de faire du one shot. Un client satisfait ou pas fait une demande d'information. On peut imaginer que la réponse peut être rapide. Quand on est sur une réclamation, c'est souvent très compliqué, pour pas dire impossible, de pouvoir délivrer une réponse rapidement en reprenant les éléments d'Antoine, parce qu'il va y avoir du cloisonnement, parce qu'il va y avoir un dossier qui peut être complexe, qui va nécessiter effectivement des enquêtes. C'est pour ça que cette notion de once and done, je parle plutôt effectivement de... Ce qui me semble intéressant, c'est du Graal à saquette, et qui est de dire effectivement, c'est moins peut-être d'aller attraper cet objet mythique s'il en est, qui est le Graal, que de se mettre en ordre de bataille au niveau de l'entreprise pour essayer d'approcher, d'accompagner ou d'apporter une réponse auprès du client qui soit effectivement quelque part bienveillante à son égard. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'est pas capable de lui apporter une réponse tout de suite à sa demande ou à sa réclamation client, c'est de pouvoir l'accompagner. C'est là où vient cette illustration de cet ange gardien, qui est de dire d'avoir peut-être une marque qui se positionne à l'image d'un ange gardien, avec tout l'imaginaire qu'il peut avoir autour, qui est d'être à côté de lui, de lui tenir la main peut-être, de l'éclairer, peut-être de le protéger, mais en tout cas de ne pas le laisser seul dans la difficulté qu'il peut rencontrer. Et en cela, j'ai deux exemples, et un me paraît extrêmement parlant, en tout cas pour nous, sur nos sujets en termes de réclamation client. On est dans l'univers des mutuelles. Alors pour une fois, ce ne sera pas la Maïf qui est une de mes marques fétiches, mais bien la MAF, qui est leur voisine dans le boulevard d'en face, et qui a mis en place quelque chose d'extrêmement simple. Pourtant, fallait-il le faire? C'est qu'à l'occasion du dépôt, notamment d'une réclamation, d'une information sensible, là où traditionnellement les marques apportent un accusé-réception finalement assez lapidaire, sobre, cette dernière a décidé d'investir sur ce qui conviendrait d'appeler un accusé-réception amélioré. C'est-à-dire qu'on apporte une réponse écrite au client, où on va de manière assez rapide mais précise bien lui démontrer qu'on a compris sa demande, qu'on a compris son problème, tout en lui expliquant qu'on n'est pas en capacité de lui apporter une réponse, mais par contre, il y a un engagement de la marque à lui apporter une réponse dans un temps précis et qui est indiqué. Et ce que je trouve à la fois simple et bien dans ce cas, c'est que je pense que tous les clients, tout homme, toute femme est capable de comprendre qu'une marque, qu'une organisation a ses limites, a des contingences à laquelle elle est soumise, et notamment des contingences de temps. Et dire à un client, bah, il va nous falloir peut-être une semaine ou 10 jours pour étudier, notamment dans l'univers de l'assurance, votre dossier pour vous apporter une réponse finale et on l'espère satisfaisante. Je pense qu'un client non seulement le comprend, mais l'apprécie. Et cette notion d'ange gardien, elle va s'exprimer derrière. C'est que si cette marque, la marque en l'occurrence, identifie qu'elle n'est pas en capacité d'apporter et de respecter finalement la réponse dans le temps imparti, elle va revenir vers le client de manière proactive, peut-être même 2 ou 3 jours avant le terme initial, pour lui dire, voilà, nous avons rencontré ou nous rencontrons une difficulté, une spécificité sur votre dossier, et nous ne pourrons vous apporter une réponse dans la date initiale, et donc nous reviendrons vers vous plus tard, et on va redonner une date. Et je trouve que dans cette approche qui est très pratique, très simple, qui est finalement d'informer le client sur l'avancée du dossier, on est dans cette démarche qui est finalement de ne pas lâcher la main. Et dans ce sens-là, certes, on ne va pas être sur du once and done, on va apporter une réponse tout de suite, mais par contre, on s'empare de la main, on s'empare du dossier du client, et ensuite, on ne lui lâchera pas la main, on va le laisser, on va l'informer. C'est notre définition de once and done en quelque sorte. Marie-Louis, on a complètement dérapé sur le timing. Est-ce que tu peux nous présenter l'autre? Enfin, je vais vous demander d'aller plus vite. Et l'autre, en 30 secondes, ça va être Orange, où vous avez des produits qui peuvent être extrêmement compliqués. Donc, vous avez des chargés de clientèle qui peuvent avoir affaire à peut-être des milliers de scénarios possibles en termes de réclamation. Et en fait, dans une écrasante majorité des cas, ils sont incapables d'apporter une réponse rapide parce que ça va nécessiter des échanges en interne. Et ce qui a été mis en place chez Orange, c'est notamment ils ont fait un mapping des compétences de l'ensemble des collaborateurs. Ils ont, sur cette bibliothèque de compétences, permis aux chargés de clientèle de rechercher la compétence utile pour répondre à la réclamation du client.
Ce qui fait que dans certains cas, on va dire au client, je n'ai pas l'information sous le coude, mais je vous rappelle, et le chargé de clientèle peut le dire en étant droit dans ses bottes, parce qu'il a cette bibliothèque de compétences qui a été mise à sa disposition et qu'il va pouvoir identifier très rapidement quel est le ou les collaborateurs disponibles qui disposent de cette compétence. Il va appuyer sur un petit bouton, il y a une visio qui va automatiquement se lancer avec une personne qui sera peut-être sur des questions de sécurité, peut-être sur des questions de facturation, peut-être sur des questions techniques. Et donc, il va y avoir cette mise en relation très rapide en interne pour justement essayer de casser les silos dont parlait Antoine tout à l'heure, pour pouvoir identifier et capter la réponse qui sera ensuite utile au client. Et là, je trouve qu'on est pareil, si on n'est pas dans du once and done, parce qu'on ne peut apporter une réponse dans l'immédiat. En tout cas, l'entreprise, Orange en l'occurrence, a tout mis en place au profit de ses chargés de clientèle pour attraper l'information le plus vite possible auprès de la personne compétente dans l'entreprise pour revenir vers le client. Et je trouve que là aussi, on est dans une démarche qui est hyper intéressante. En plus, ça mêle la techno vraiment au service et du client et du collaborateur. Alors, deux bons exemples de once and done. Après, évidemment, chaque entreprise correspond à une situation différente. Donc la question, c'est quelle méthodologie on doit mettre en place pour appliquer cette démarche once and done, puisqu'on comprend bien que ce n'est pas juste un indicateur, à sa propre situation. 5 étapes, Antoine. C'est parti. Ok. Donc, lorsqu'on a ce type de projet à gérer, évidemment, on l'adapte à l'entreprise dans laquelle on passe, mais schématiquement, il y a 5 phases. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour nous traiter ce sujet, c'est modéliser les parcours clients. Il faut absolument comprendre d'où viennent et d'où partent les contacts. Il y a trop de boîtes qui subissent les motifs de contact et donc on modélise les parcours clients avec un objectif qui est détecter les points de contact générateurs de relations clients. Deuxième point, on va sur ces motifs de contact, sur ces points de contact clés, on va ensuite qualifier les motifs de contact et leur traitement par catégorie, par poids, par source d'informations et de connaissances à dispo, par traitement SI, etc. Troisième étape, on va bosser petit à petit sur la mise en place d'une interface unique. Il y a trop de services clients dans lesquels les équipes jonglent entre les sources d'infos, entre les écrans. Notre objectif, c'est d'avoir une sorte d'interface unique et unifiée entre le chargé de clientèle, les infos de l'entreprise, et une info, c'est soit de la connaissance, soit du traitement. D'où le quatrième point. Petit à petit, on va viser à alléger les traitements back-office pour le chargé de clientèle. Donc, comment faire en sorte que par de l'automatisation, et il y a plein d'actions automatisables, plein de flux, plein de traitements qu'on peut aujourd'hui gérer via des bus, via des ETL, etc. On peut simplifier la vie du chargé de clientèle et le concentrer sur la relation. Et dernier point, nous, on dit de développer la prévenance au bénéfice du client. Notre idée, c'est que la meilleure façon de gérer un service client et de baisser ou d'améliorer la perf d'un service client, c'est de minorer le taux de contact. Et donc, de travailler sur comment on peut faire en sorte que nous soyons plus prévoyants vis-à-vis du client, moins générateurs de motifs de contact. Donc, ce sont les 5 grandes étapes sur lesquelles on bosse. Attendu qu'on place tout ça dans une démarche où, hors la modélisation des parcours clients, dès l'étape 2, on est en approche légère, itérative, pour très vite délivrer des résultats et tendre vers ce fameux Graal. Je vais faire un petit focus très rapide sur la partie logicielle. Il faut s'équiper aussi pour pouvoir faire ça bien. Et puis, on sait que dans le centre de contact, la partie logicielle, le software est de plus en plus important. Et quelque part, c'est la traduction de ce que vient de dire Antoine, mais sur le soft. Donc, d'abord, ce qu'il faut, c'est une base de réponse type exhaustive. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez des questions qui arrivent, et si vous voulez pouvoir y répondre rapidement, il faut que vous ayez cette base de réponse. Les buzzwords qui vont avec, donc quand vous choisissez un logiciel et que vous souhaitez mettre en place une démarche once and done, c'est les mots à retenir, c'est base de connaissances, et puis c'est intégration avec d'autres logiciels de votre système applicatif, de façon à pouvoir récupérer des informations d'autres applications. Un autre point qui est important, c'est que vous avez plein de réponses types. Voilà, vous avez plein de réponses types. Alors, comment fait le conseiller clientèle pour pouvoir récupérer la bonne réponse la plus pertinente très vite?
eh bien, il faut une assistance. À un moment donné, on a besoin d'être aidé par la machine, par l'IA. Et là, les mots-clés importants, ça va être notamment l'analyse sémantique, parce que évidemment, il faut comprendre ce qui se dit, par exemple dans les emails ou même en text-to-speech, enfin bref, en compréhension de ce qui est dit à l'oral au niveau de la voix, speech-to-text, voilà. Et également, il y a un domaine qui est de plus en plus important, c'est la voix du client, ce qu'on appelle la Voice of Customer, VOC. C'est un mot-clé important parce que de plus en plus de nos clients vont vers ça, c'est-à-dire vers l'analyse de l'ensemble des verbatims qui sont échangés entre la marque et les consommateurs au niveau du centre de contact. Et cette analyse des verbatims permet non seulement de répondre rapidement, et donc en first call resolution, mais même d'anticiper la demande. On sait quels sont déjà les sujets qui sont les sujets d'actualité, les sujets à jour, et donc on va pouvoir se concentrer dessus pour répondre de manière plus efficace. Ça, c'était pendant très longtemps un nice to have, et c'est en train de devenir un must have. Le troisième point, c'est qu'il vous faut un système de communication unifié. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez des bases de réponses type et vous avez une aide par IA, mais ça ne suffit pas. Il y a des questions qui sont vraiment trop compliquées où on n'a pas la réponse dans la base de connaissances, donc il faut pouvoir contacter un expert qui est externe. Et pour ça, technologiquement, il faut pouvoir le faire. Ce n'est pas si évident, et surtout en ce moment, tout le monde est un petit peu partout. Et donc, il faut pouvoir contacter les gens vite, savoir s'ils sont disponibles déjà, s'ils ont les bonnes compétences. Donc, il vous faut un agenda, il vous faut pouvoir échanger des documents, un bureau partagé. Il vous faut de la softphonie pour joindre les gens de n'importe où sans avoir besoin d'un équipement téléphonique avec un PBX. Pouvoir faire de la visio si vous voulez mettre les gens en conférence les uns avec les autres et du chat interne pour pouvoir échanger également entre le conseiller clientèle et l'expert tout en discutant en même temps avec le client. Donc, tout ça est d'ailleurs compliqué, ce qui amène au dernier point qui est d'avoir des outils collaboratifs. Antoine en a parlé, on a besoin d'avoir quelque part un process bien défini en backup qui permet de gérer le dossier parce que une demande qui arrive, ce n'est pas une demande de type en général, hein, maintenant c'est plus ça, quels sont vos horaires d'ouverture, c'est beaucoup plus complexe. Et donc il y a différentes étapes dans le traitement de la demande tout en faisant du first call resolution puisqu'on est toujours sur je réponds avec vous toujours en ligne, mais j'ai d'autres personnes qui vont intervenir, qui vont valider ma réponse, qui vont, etc. Et on va faire ça le plus vite possible avec ces outils collaboratifs, ce workflow et notamment, point essentiel, la gestion de dossiers. La gestion de dossiers, aujourd'hui, dans les centres de contact, c'est devenu là aussi un must-have. Les bénéfices, Antoine, si on arrive à tout mettre en place. On réduit les coûts de traitement. On observe lorsque ça se met en place deux réductions. Une première qui est que finalement les durées moyennes de traitement cumulées sur un cas sont à la baisse. Et deuxièmement, les temps de formation baissent aussi, en particulier si on arrive à mettre en place des interfaces unifiées pour l'ad hoc, le traitement, parce que on a moins besoin de faire apprendre la réponse et on peut se concentrer sur l'usage. Deuxième partie, amélioration des satisfactions clients et de la feed, on en a parlé tout à l'heure. Troisième partie, la satisfaction collaborateur. Les turnovers dans les SRC, enfin dans les centres de contact, sont dans certaines zones complètement fous et ils sont complètement corrélés à l'intérêt du poste. Si je fais plus de qualité de relation client, je fais plus de satisfaction collaborateur et la belle histoire elle commence par là. Et quatrième point, j'augmente les opportunités commerciales. Si je clôture un contact par une résolution, je peux faire de l'upsell, du cross-sell. On a un client chez qui on a réussi à faire monter le taux de cross-up, peu importe, enfin de vente, on va dire additionnelle en sortie de contact jusqu'à 15%. C'est pas monstrueux, mais ça fait quand même très vite de l'argent. Donc voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour, on a vu l'enjeu, la problématique, on a évoqué les différents indicateurs et les différents profils de mesure en fonction des situations. On a évoqué cette notion de once and done et la façon dont ça se définit. On voit qu'il y a d'ailleurs des définitions qui peuvent être plus ou moins larges selon les situations. On a évoqué les limites de la chose, la méthodologie pour y arriver et les bénéfices. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous, par rapport à l'ensemble des interventions, des points évoqués, des questions, des remarques, des critiques? Vous pouvez poser des questions, je pense que c'est l'idéal, dans le chat, ou alors si vous n'avez pas peur d'un éventuel chaos, n'hésitez pas aussi à prendre la parole
en libérant votre micro. Vous êtes les bienvenus. Quelles sont vos méthodes pour envoyer un NPS? Ok, je veux bien prendre la réponse. Les méthodes, c'est des canaux forcément de type mail ou SMS à la volée. Le point, moi j'ai deux points vraiment importants, en tout cas deux convictions très fortes. C'est que le NPS, il doit être fait effectivement à chaud, il doit être fait dans le prolongement de l'interaction client via la solution de marketing automation utilisée dans la boîte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'idéalement, il faut qu'il soit son émission soit coordonnée avec les autres messages et qu'elle soit hiérarchisée. L'idée que j'ai, c'est que trop de mesures tue la mesure. Et aujourd'hui, le NPS systématisé, à mon sens, est une folie de l'époque. Je contacte un service client et systématiquement, bam, je me reçois ce message attendu que au même moment ou dans la même séquence, je vais peut-être avoir des messages pilotés par le marketing automation, etc. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est un, on l'envoie via le marketing automation, deux, par des canaux type mail ou SMS, trois, on le coordonne avec les autres actions et on le priorise et il n'est pas systématisé. Je me fous d'avoir la mesure systématiquement. Globalement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une mesure statistiquement représentative, mais je pense qu'on peut générer beaucoup plus de satisfaction et de performance pour l'entreprise en utilisant d'autres natures de messages. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est OK pour l'utiliser, mais avec parcimonie, intelligence et de manière hiérarchisée par rapport aux autres moments de dialogue avec le client. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, en tout cas, nous, actuellement, sur Travel Factory, on l'envoie, c'est nos agents qui l'envoient manuellement une fois qu'ils ont Superbe. clôturé la conversation avec le client. Et il l'envoie systématiquement ou il l'envoie... C'est un peu ça le souci, c'est que pour l'instant, vu nous, on vient d'arriver sur l'outil, on leur demande de l'envoyer systématiquement. D'accord, Tout simplement parce que on veut pas qu'ils choisissent les clients à qui les envoient. bien C'est-à-dire sûr, que quand ça s'est mal passé, ils envoient pas le NPS. bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, c'était un peu ça la question de est-ce que vous, les autres participants, avaient des méthodes C'est pour ça que, d'automatisation, de choses ouais, plus fluides c'est- finalement? d'accord. C'est pour ça que moi, notre reco en tant que praticien, c'est de le mettre dans le marketing automation. Donc, j'ai un trigger, j'ai un événement déclencheur qui est un contact clôturé. Ce statut est un déclencheur d'un scénario dans ma solution de marketing automation. Et à ce moment-là, tous les X ou dans X% et où s'il n'y a pas d'autres contacts prévus dans le cycle de dialogue avec le client, je pousse le message. Donc en clair, ce que je suis en train de dire, c'est mettre en place un déclencheur, coupler votre plateforme de gestion de l'interaction client avec votre plateforme de marketing automation et pousser sur une représentativité à définir vos NPS. Que penses-tu de l'analyse des commentaires qui vont avec la question de la satisfaction et l'échelle de promotion? Je laisse Marie-Louis répondre. Perso, Ouais. Après, alors je sais pas. Enfin, après, c'est Étienne Klein qui a défini ce qu'était ou redéfini ce qu'était la notion d'ultra-crépidarianisme, qui est de parler au-delà de son propre sujet de compétence. Mais je vais quand même m'y lancer. Je pense qu'effectivement, moi, le NPS, je ne vais pas faire du NPS bashing pour faire du NPS bashing. Je pense que ce qui est intéressant sur toutes les mesures, je pense que c'est vraiment la notion des dynamiques. Donc moi, ce que j'aurais Ouais. tendance à répondre à Alan, c'est moins peut-être de travailler sur le quand et comment questionner les clients que de revenir peut-être, si c'est possible, auprès des collaborateurs pour expliquer peut-être les enjeux de la mesure, en quoi elle est vraiment utile pour l'entreprise. C'est très simple à dire, hein, comme ça, j'en ai conscience, mais peut-être le sujet, c'est pourquoi finalement on a besoin de savoir quand ça merde.
pour pouvoir justement faire en sorte que vous, collaborateurs, vous ne soyez plus mis peut-être certaines fois en difficulté, en défaut, face à des situations rencontrées par les clients. Donc ça c'est peut-être un premier élément qui est une notion plutôt peut-être de culture client. Et après, sur la question précise du verbatim associé à la note, je pense que c'est là où est, de mon point de vue, tout l'intérêt peut-être du NPS, qui est de dire, quand il n'est pas grugé, c'est-à-dire quand on n'a pas mis 15 000 nudges sur la mesure pour être sûr que la personne mette un 9 et un 10, parce qu'on met noté de 10 à 0 en mettant le 10 en premier et le 0 en dernier, bref, vous voyez tout ce à quoi je fais appel. Le 10 en vert et l'autre en rouge. Voilà, je pense que c'est vraiment là, tout là l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être qu'un 10, on le chope très rarement, et j'ai envie de dire, c'est tout là l'intérêt. C'est qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, on a eu un 10. Et là, c'est là où, de fait, si on n'a pas de verbatim à côté, on peut être un peu sec. Et c'est là où je pense que le fait de corréler, c'est quelques 10 peut-être, ou c'est quelques 2 ou 3 où ça se passe très mal, on n'en a pas tant que ça. C'est à travers l'analyse de ces verbatims. Il y a plusieurs entreprises qui le font, où vous pouvez avoir un enseignement réellement intéressant et qui vous permettra de changer de braquet peut-être dans votre relation client du quotidien. Tu viens d'évoquer un point qui pour moi vraiment est important, qui est celui de l'utilisation du NPS. Le NPS, comme tout KPI, ça n'a d'intérêt que si ça permet de passer à l'action. Et le sujet, c'est que nous constatons que c'est trop souvent un indicateur dans la batterie des indicateurs et il n'est pas travaillé, on ferme pas la boucle, on n'exploite pas son contenu. Et à ce titre, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, moi je préfère qu'il soit que sur une fraction des contacts échantillonnés, pas déclenchés à façon, et qu'ensuite il y a un véritable travail d'appropriation et sur mes 10 et puis sur mes notes les plus basses, eh bien là je vais gratter et toutes les semaines, tous les X, je vais faire une revue, je vais contacter les clients pour nourrir ma compréhension de ce qui se passe et de comment je peux m'améliorer. Si je suis sur un volume restreint et si je suis sur un énorme volume, eh bien dans ce cas-là, il y a effectivement des acteurs sur la place qui font de la modélisation, de l'analyse et qui ont des valeurs ajoutées superbes quand on a les volumétries qu'il faut. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole? Il y avait Monsieur Diane qui posait la question des outils collaboratifs. Alors, les outils collaboratifs, je vais peut-être apporter un début de réponse. Mais je crains de ne pas être très objectif dans ma réponse, étant donné que nous commercialisons une solution qui inclut des outils collaboratifs. Ce à quoi je crois, c'est que la collaboration au sein du centre de contact est devenue un impératif aussi, précisément parce que les questions sont de plus en plus complexes, les demandes de plus en plus exigeantes, les clients de plus en plus exigeants et les demandes de plus en plus pressées, et que les conseillers de clientèle, en dépit du fait qu'une filière de formation ait vu le jour, maintenant aujourd'hui, alors qu'auparavant les opérateurs, les agents dans les centres de contact venaient là un peu par défaut, aujourd'hui il y a une vraie filière de formation, le turnover a considérablement baissé, le contexte de travail est complètement changé, l'environnement de travail. On travaille aussi beaucoup les notions de symétrie des attentions, donc c'est devenu un vrai métier complexe, mais malgré ça, c'est très très difficile d'être aujourd'hui capable de répondre à toutes les questions. J'en veux pour preuve Orange, qui a été cité tout à l'heure par Marie-Louis. Orange a un niveau d'offres, un catalogue d'offres absolument considérable. Il y a énormément d'offres chez Orange. Quand on est conseiller clientèle, c'est assez difficile de répondre à toutes les questions sur toutes les offres et de proposer la bonne tout seul. Mais c'est vrai de la plupart des entreprises, ce n'est pas uniquement chez Orange. Et du coup, il est important de pouvoir faire le lien avec les autres personnes de l'entreprise qui ne sont pas forcément inscrites dans le centre de contact. Et c'est pourquoi on parle de plus en plus là je vais utiliser des termes un peu techniques, mais que vous connaissez sûrement, c'est la notion d'UCAS et CCAS. UCAS, c'est Unified Communications as a System. C'est tout ce qui concerne la sophonie, le téléphone Internet, tout ce qui est IP, tout ce qui est WebRTC, etc. Le fait de pouvoir contacter les personnes n'importe où, dans n'importe quelle situation, il suffit d'avoir un device quel qu'il soit et Internet, et on peut discuter avec quelqu'un sans aucun problème. Et voilà, on peut créer des bulles de conversation, des visioconférences à plusieurs, un peu comme on le fait maintenant.
et puis le CCaaS, qui est donc le Contact Center as a Service. Et ce mariage entre les deux, qui d'ailleurs voit de très nombreux mariages d'entreprises, il y a eu beaucoup d'acquisitions dans ce domaine au cours de l'année 2020 notamment, c'est certainement un des sujets importants à venir. Donc, pour répondre complètement à votre question, je dirais d'abord avant tout travailler avec de l'Acquio, et puis si vous avez besoin d'aller encore plus loin en termes d'intégration d'outils collaboratifs, vous pouvez mettre en place des outils de type Business Process Optimization comme Sereneo, BPM ou de qualité de service comme ce que fait Ubicus par exemple. Vous pouvez travailler avec, il y a Olidis sur la partie gestion collaborative des personnes qui sont amenées à travailler dans le centre de contact. Il y a différents outils qui font ça très bien aujourd'hui. Une dernière conclusion par nos intervenants. Est-ce que vous avez un dernier avis avant qu'on conclue complètement et qu'on finisse? Alors, je ne sais pas si ça va être pour être le plus rapide possible. Si pour ceux qui se posent des questions effectivement sur les KPI, comment les identifier, comment les questionner. Moi, je vous invite vraiment à avoir un MOOC de Christophe Benavent sur ce sujet. Je l'évoquais tout à l'heure. C'était KPI du cockpit au fétiche, qui pour moi est déjà assez éclairant sur la manière dont on doit s'approprier le sujet. Et puis le deuxième, à titre personnel, qui est ce en quoi je crois, moi, c'est une entreprise dont l'ambition pourrait être de se fixer l'objectif de capter un maximum de réclamations clients et d'analyser l'évolution de ce KPI avec un taux de réitération. Voilà. Pour ma part. Antoine, ton mot de la fin. Je souscris absolument à tout ce qui vient d'être dit. Christophe Benavent, KPI, c'est un bonheur. Et puis la suite aussi. Et passer à l'action, oser passer à l'action. À un moment donné, c'est le seul juge de paix et la façon de mettre en pratique. Et il y a plein d'opportunités. Voilà, donc le replay avec les coordonnées des intervenants justement pour passer à l'action. Je ne saurais trop vous recommander La Marque, qui est une association absolument formidable pour la qualité de ses contenus et pour ses réflexions sur ces différents sujets de la réclamation. Je ne saurais trop vous recommander Custop, qui a une expérience assez inégalée en matière justement de gestion des indicateurs de la mesure, plus généralement de l'expérience client dans les entreprises. Et puis, je ne saurais vous recommander également outre Acquio, évidemment, le livre blanc que nous avons écrit, rédigé avec Custop, avec Antoine, sur précisément le Once and Done et qui est en téléchargement sur notre site web acquio.com. Voilà, merci à tous. À moins que l'un d'entre vous ait une dernière question, une dernière chose à voir, on va pouvoir fermer cette session. C'est bon, alors je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon Once and Done.